Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de la préparation petit budget du 125 XLR. On va monter d'autres pièces. On va commencer par un carburateur PZ27 à la place du carburateur d'origine. Ensuite on installera le filtre à air mousse que j'ai sur l'autre machine. J'ai l'impression qu'il apporterait quelques performances, donc on va vérifier ça. Voilà, on attaque tout de suite par le carburateur. Pour déposer un carburateur sur cette machine, c'est extrêmement simple. Ici on a un écrou, on a le même de l'autre côté. Il faut déposer ces deux écrous. Ici on a un collier qu'il faut desserrer. Ensuite tout sort et on dévisse le capuchon du boisseau. Le carburateur est déposé, je vais vider l'essence et on va le mettre sur l'établi. Mais avant ça, on va sortir le boisseau parce que lui aussi, il doit être changé. Donc on va juste laisser le caoutchouc. Et puis je vais au niveau de la poignée, sortir le câble de la poignée de gaz pour me donner du mou en bas pour mettre l'autre boisseau. Non, cette étape n'est pas du tout obligatoire. Ça prend 2 secondes et ça vous permet d'avoir au moins 2 cm de plus en bas au niveau du câble pour pouvoir installer votre nouveau boisseau. Voilà, comme ça on a une bonne longueur en bas et ça sera moins difficile de tasser le ressort. Carburateur d'origine et le PZ27. On remarque tout de suite que l'entrée d'air, donc là c'est côté filtre à air, c'est le même diamètre. C'est pour ça que je trouve que ce carburateur PZ27 est séduisant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire comme j'ai fait, si vous avez vu mes précédentes vidéos, de modifier le manchon de boîte à air pour que ça s'adapte sur un carburateur avec une entrée d'air à plus gros diamètre. Là, directement, le carburateur se monte aussi bien côté manchon de boîte à air que pile d'admission. Vous voyez ici, on a le même anthrax entre les fixations de la pile à la pile d'admission. Donc ça, c'est confortable parce que vous n'avez pas de modification à faire. Donc ça, c'est pour ce qui ne change pas. Pour ce qui change, ici, je vais démonter le boisseau du PZ27. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que le diamètre est différent. Sur le carburateur d'origine, on a 19,89 et sur le PZ27, on a 21,90. Ça, c'est la première grosse différence. Alors l'autre différence majeure, c'est le diamètre à la sortie du carburateur. Ici, on a 25,87 sur le carburateur d'origine. On va dire 26. Et ici, on a quasiment 27. 27. Alors vous allez me dire, la différence n'est pas énorme. Et ben, c'est ce qu'on va voir. On va monter ce carbu-là et on va comparer avec les performances du carburateur d'origine. Pour ce faire, je ne vais pas laisser les gicleurs qui sont dedans, ils sont beaucoup trop gros. Dans le PZ27, j'ai un gicleur de 120 au principal et 45 au ralenti. Je vais mettre un gicleur de 38 au ralenti et 105 au principal. Alors pourquoi j'ai des gicleurs si gros sur ce carburateur? C'est qu'il était installé sur le moteur 223.
Si je laisse ces gicleurs installés sur le kit 150, c'est sûr que ce sera trop riche. Alors mon gicleur de ralenti, c'est bien un 45, comme je l'avais noté, mais rien à voir avec le gicleur du carburateur d'origine. On a parfois ce genre de petites surprises dans les carburateurs chinois, ils font absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règle. Heureusement, j'ai des gicleurs de ralenti de ce format-là. Le gicleur principal, c'était bien 120. Et je le remplace par un 105. Alors ce qu'on peut reprocher au carburateur PZ, c'est de devoir à chaque fois démonter la cuve pour pouvoir changer les gicleurs. Sur bien d'autres carburateurs, il y a un bouchon ici qui vous permet l'accès au gicleur directement. Bien, le carburateur est prêt à être monté sur la machine, on va commencer par le boisseau. La première chose à faire, c'est le capuchon. Voilà, le caoutchouc, comme ça lui permet de rester coincé. Ensuite le ressort. On comprime, on est passé dans ce trou. Ensuite on le remonte dans le corps du carburateur. Ici c'est la émission, ici c'est côté boîte à air. Ici il y a une fente, ici. Et ici il y a une piste, c'est la piste de réglage du ralenti. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça doit ressembler à ça. Donc quand vous êtes ici, il y a un carburateur qui se balade là. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord le placer dans le manchon, ici, et ensuite l'insérer dans les goujons de la pile d'admission. Voilà, manchon, comprime, et voilà. Il n'y a plus qu'à resserrer le collier et les deux écrous. Alors oui, le PZ27 n'a pas de bouchon dessous pour changer les gicleurs, mais il est extrêmement facile à sortir de la machine. Donc l'un dans l'autre, moi ça me va, surtout pour le prix. Une fois qu'il sera bien réglé, vous n'aurez pas à changer les gicleurs tous les 4 matins. Généralement, on n'y touche pas, hein. À moins que vous changiez de région et d'altitude. Franchement, je vois pas l'intérêt de changer les gicleurs une fois que vous avez trouvé un bon réglage. Je vais les chauffer un petit peu et puis on va faire les serrotiers. Comme dans l'épisode précédent, j'ai effectué plusieurs accélérations et conservé la meilleure, puis extrait les données télémétriques de la GoPro, que j'importe ensuite dans un tableur pour tracer une courbe. La courbe orange, c'est avec le moteur d'origine, la verte avec le kit 150, la bleue avec le carburateur PZ27. En voyant cette courbe, je commence à me dire que le pot d'échappement est tellement bridé qu'il sera un rempart à tout ce qu'on fera par la suite. Je vais tout de même tester d'installer le filtre à air en mousse. Moi à présent, je vais piquer le filtre à air en mousse de la 223.
J'ai fait un épisode là-dessus, allez voir. Et ça, c'est le filtre à air d'origine en papier, DXLR, avec une grille en métal derrière. Voilà. Ça se nettoie assez bien à la soufflette. Mais le problème, c'est que si vous passez dans une flaque d'eau, que vous inondez votre boîte à air, ça, vous pouvez pas l'essorer, quoi. Le filtre à air en mousse est en place, on va faire les essais routiers. Encore une fois, j'ai effectué 3 accélérations. La meilleure est représentée par la courbe marron, et comme pour la courbe du carburateur seul, on observe un léger affaissement de la courbe pendant la première phase d'accélération et des performances tout à fait similaires. Comme dans l'épisode précédent, on va monter cette côte à 5%. Alors on le voit pas bien à la GoPro, mais c'est une côte qui est assez sérieuse pour tester les moteurs. Et là je suis assez surpris parce que autant à l'accélération j'avais pas l'impression d'un gros changement par rapport au carbu d'origine. Mais là je suis monté en 5e à 85 km/h. Là il y a vraiment une différence. On n'a pas fait de test de compression depuis que j'ai installé le kit 150. Pour rappel, sur le cylindre d'origine, enfin sur le moteur d'origine, il y avait un peu moins de 11 kg par cm². Alors je peux pas trop attaquer dans les chemins parce que je suis en pneu route sur cette machine. Et ce qu'on peut entendre là, c'est que j'ai du cliquetis. Un cliquetis, c'est pas très bon, on essaiera de le corriger. Là, c'est souvent le problème quand on met un kit, un plus gros alésage sur une culasse d'origine. On essaye de faire entrer 150 cm3 dans une culasse qui est faite pour 125 cm3. Et on a ce phénomène qui n'est pas très bon pour les moteurs. Et pendant une petite seconde, quand on repart bas dans les tours, mais au ressenti le moteur a plus de coffre, hein, ça, il n'y a pas de débat.
pu le constater, ça fait pas une grosse différence d'avoir ajouté un carburateur PZ27. Et même quand j'ai mis la filtre à air mousse, les courbes parlent d'elles-mêmes. À mon avis, le pot d'échappement bride tellement que quoi qu'on fasse, il n'y aura pas d'amélioration sur les performances. J'ai dit que je le ferai en bonus, mais là je pense que je vais piquer le pot d'échappement de l'autre machine et le monter là, et on verra bien si le pot d'origine bride à ce point-là. J'interromps le démontage de l'échappement de CRF 230. Alors globalement il est en bon état, mais j'avais ajouté ici des manchons en silicone pour améliorer l'étanchéité. En fait, il y avait une très légère fuite et ça a bien fonctionné, mais comme vous pouvez voir, le silicone ne supporte pas ces températures et il est complètement désagrégé, tout dur. Donc il va falloir trouver une autre solution. Comme je l'avais montré dans la vidéo dédiée à ce pot, il n'est pas fait pour ce modèle de moto. Il est fait pour les CRF 150 et 230. Alors, il se monte assez facilement à condition de modifier la patte de fixation qui est ici. Comme vous voyez, la fixation du pot d'échappement est assez éloignée de la position sur le cadre d'origine. Donc là, on va essayer de faire une bidouille pour juste faire le test. Mais si vous essayez de monter ce pot sur cette machine, il faut absolument trouver une solution sur le long terme. Moi, j'ai carrément soudé une patte sur votre machine. Mais vous pouvez aussi faire une petite patte de déport entre cette fixation-là et celle-ci. Pour l'avant, rien de particulier, sauf que ici, la bride est percée en 8 mm. Et vos goujons d'origine sont en 6 mm. Donc n'hésitez pas à mettre une très grosse rondelle, très solide, ici, pour bien plaquer la bride contre la collerette du pot. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais mettre des rondelles percées en 6, mais très épaisses. Voilà, le collecteur est en place, mais pas serré. J'allais oublier de replacer entre la patte du silencieux et le cadre cette grosse entretoise. Si vous ne la mettez pas et que vous avez un pneu particulièrement épais, ça viendra frotter derrière, donc n'oubliez pas. Ça aussi, je l'avais montré dans l'épisode dédié, mais ici, j'avais déplacé le trou pour la fixation. J'ai serré à l'avant, j'ai serré à l'arrière. Au milieu, pas de fixation. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que vous devez le faire? Non. C'est juste pour faire un test. Et ensuite, ça retournera sur votre machine. Mais ne laissez pas comme ça. Là, ça bouge, ça va vibrer, ça va faire du bruit. Ça risque de tourner et de toucher différents éléments, là, le bras oscillant, l'amortisseur. Donc, absolument, débrouillez-vous pour faire une patte de fixation pour ça. Il se peut aussi que le mécanisme d'embrayage touche l'échappement. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut qu'il y ait du jeu entre les deux. Si vous laissez comme ça, le mécanisme risque de ne pas bien revenir dans sa position et vous n'embrayerez pas correctement. Donc moi ce que je fais, il ne manque pas grand chose. Avec une pince, voilà, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 mm de jeu. Ça se tord assez facilement, n'allez pas trop loin.
le mécanisme a reculé un petit peu. Je vais vous montrer de plus près. Là, vous voyez, le mécanisme ne touche plus. Il est bien libre. Il va bien embuter. Allez, premier démarrage avec ce pot. On va laisser chauffer et je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne avec les mêmes réglages de carburation. Observons à présent la courbe violette. À partir de 50 km/h, elle se détache nettement des autres. On atteint même la vitesse maxi de 97 km/h en 27 secondes, ce qui devient notre record. On va faire notre petit test sur la côte à 5%. Alors ça n'a rien de scientifique, mais ça me permet un petit peu de comparer par rapport à un ressenti plutôt. Et là, franchement, j'ai senti encore une nette différence. Là, on entend bien que c'est petit. Ce bruit suraigu, on entend sur une certaine plage de régime, en général à bas régime, quand on accélère fort. Alors c'est un ennemi, faut pas laisser ça comme ça. Voilà, ma solution, ça va être de rajouter une cale d'embase. Parce que je vous rappelle qu'on est dans une prépa petit budget. On pourrait avoir aussi le choix de retravailler la culasse avec un tour. Mais c'est beaucoup plus de frais. Mais c'est possible. Mais c'est pas la solution qu'on va choisir. Ça on le fera dans le prochain épisode, l'épisode de... Je tombe en panne d'essence. Ah putain. Heureusement, j'étais pas loin de la maison. J'allais vous dire qu'on réglera le problème de cliquetis dans l'épisode dédié à la Wacam. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner. À bientôt!